Dans mon domaine, il y a à peu près 10 000 articles qui sortent par an, donc 10 000 articles scientifiques. Si on prend dans la science de manière générale, tu as sûrement 1 million d'articles qui sortent par an. Les êtres humains ne savent plus lire ça. Donc là, c'est un domaine où l'IA ne va pas pouvoir remplacer l'humain, elle va juste pouvoir faire un boulot que l'humain ne sait plus faire. Et qui décide comment l'IA doit ou ne doit pas se comporter? Parce que jusqu'à maintenant, ceux qui décident, ce sont des entreprises, donc des gens qui ne sont pas élus. Alors que si les IA vont commencer à avoir un impact réellement important dans nos vies, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une charte démocratique, de dire non, on veut que nos IA soient comme ça ou pas comme ça? C'est un peu flou, hein, ça va vraiment dans tous les sens. Les IA visuelles, ça c'est un truc... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quoi le use case? C'est sympa de pouvoir générer des images, des vidéos, et bon, il y a plein de gens qui s'amusent avec ça. Un truc comme ChatGPT, ça va améliorer ta productivité de ouf. Donc là, t'as vraiment un potentiel incroyable en termes de gain de productivité. L'image, parce que là, je vois pas encore de cas pratique où ça va avoir un vrai impact. Ça, il faut se dire vraiment, si l'IA continue dans cette direction-là, on aura soigné la mort dans 10-20 ans. Alors Jules-Michael, bonjour. Bonjour. Alors merci de m'accueillir ici. Au plaisir. On est ici pour parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, ton opinion sur le secteur de l'intelligence artificielle et de ton parcours à travers tes études et aussi ton activité de freelance. D'ailleurs, on va faire une petite présentation. Tu es doctorant en IA de l'ULiège et d'HEC Liège. Tu as publié 4 articles en 4 ans. Au passage, tu as publié dans EMNLP. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'une des 2 plus grandes conférences mondiales sur le traitement du langage naturel. En gros, c'est là que les meilleurs labos, y compris ceux des Big Tech, présentent leurs travaux. Bah, déjà, bravo. Par conséquent, tu as aussi enseigné l'intelligence artificielle pour des bachelors et des masters. Ton activité de freelance démarre en 2023. Tu comptes quelques clients, dont des institutionnels. On abordera le sujet après. Tu es hyper productif sur les réseaux, notamment sur ta page LinkedIn, ainsi que sur ton blog de vulgarisation. Bon voilà. Est-ce que cette présentation te convient ou tu voudrais ajouter quelque chose? Ça m'a l'air assez complet. Ça a l'air assez complet. Ça a l'air assez complet. Bon, on y va alors. Alors du coup, OpenAI a lancé GPT en novembre 2022. Depuis, ça s'est enchaîné. On est en 2025. Le 5 arrive bientôt. On est au 4,5. Ouais. Pourtant, on n'a pas encore été tous remplacés. Non. Les machines auraient-elles échoué ou alors on a un peu exagéré sur le sujet? On exagère beaucoup, hein. Ça on aime beaucoup exagérer. Je pense déjà, il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a le problème des process. Ça c'est un truc que je parle souvent, c'est que tu auras beau avoir une technologie incroyable, il faut que les humains derrière l'appliquent. Et donc il faut le temps, surtout dans les grosses boîtes, de venir intégrer tous ces systèmes. Tu vois ça dans l'administration ici en Belgique, hein. Il y a plein de choses qu'on aurait pu déjà informatiser qui ne sont pas faites. C'est pas un problème de l'IA, c'est pas un problème d'informatique, c'est un problème des systèmes de gestion des gens. Et donc c'est un problème d'humain, c'est un problème de gestion de l'humain. Ouais, on est plutôt pour l'instant sur un effet de panique plus qu'autre chose, quoi. C'est un effet de panique principalement, ouais. Éventuellement, peut-être dans 20, 30 ans, ça va peut-être affecter le monde, mais d'ici là, à mon avis, il y aura d'autres choses qui vont évoluer, il y aura d'autres problèmes, il y aura d'autres trucs. Et peut-être comme la révolution industrielle, il y aura peut-être comme avant. Avant la révolution, tout le monde était des fermiers. Puis soudainement, il y a eu la révolution et tout le monde est passé à l'usine. Et puis il y a eu l'automatisation, et ceux qui étaient à l'usine se sont battus, il y en a qui ont été pétés les usines. Et puis au final, on s'en sort bien. Ouais, puis ça augmentait plus la productivité plutôt que remplacer réellement des personnes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Voilà, du coup, pour en revenir un petit peu sur toi, dans un des gros projets sur lesquels tu as travaillé, il y a un des projets dans le cadre de ton doctorat, c'était le projet Heihachi. Le but, c'est d'analyser et de classer les données dites non structurées. C'est ça. On est typiquement du coup sur un travail plutôt invisible, entre guillemets, pour le commun des mortels, c'est un peu intangible. D'après toi, quel type de décisions ont été amenées par l'intégration de ce modèle dans diverses sociétés, ou enfin, le projet aurait amené quoi de plus est-ce que ça a augmenté l'efficacité dans certaines sociétés? Je sais bien que dans le cadre d'une de tes conférences pour Neocognition, tu en parlais, Ouais. parce que je l'avais vu sur YouTube. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer sur à quoi ça a consisté en fait C'est ça, donc en fait l'outil, ce qui permet de faire, c'est de détecter les tendances, qu'elles soient émergentes, existantes, voir comment elles évoluent dans le temps. Et donc ce qu'il apporte principalement, cet outil-là, c'est une meilleure visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de production d'informations, donc ça devient compliqué de suivre tout ce qui se passe. Dans mon domaine, il y a à peu près 10 000 articles qui sortent par an, mais dans mon domaine très 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 précis, donc 10 000 articles scientifiques. Si on prend dans la science de manière générale, tu as sûrement 1 million d'articles qui sortent par an. Okay. Donc c'est plus possible de lire ça, les êtres humains ne savent plus lire ça. Donc là, c'est un domaine où l'IA ne va pas pouvoir remplacer l'humain, elle va juste pouvoir faire un boulot que l'humain ne sait plus faire.
On ne sait plus gérer la quantité d'informations qui est produite par l'humanité, même dans le domaine de la science. Et donc un outil comme ça, même si GPT maintenant peut le faire aussi, permet de synthétiser du coup toute l'existence de la littérature. Oui, parce que du coup, ce projet-là, tu as commencé à travailler dessus quand exactement? Parce que tu l'as défendu dans le cadre de ta thèse. C'est ça. Mais tu as travaillé dessus déjà pendant un bon moment avant. Hein. GPT n'existait pas, je crois, quand ça a un peu commencé. Oui, c'est ça. Donc moi, ma thèse, c'est 2019-2023. Et donc pendant tout ce temps-là, basiquement, on a travaillé là-dessus. Vraiment, on a commencé en 2020. Parce qu'il a quand même fallu le temps que je rentre dans le rythme de la thèse. Mais oui, c'était avant que GPT sorte. Donc, du coup, entre guillemets, si je pouvais caricaturer, tu es vraiment rentré plus dans l'application pratique de l'IA à travers ce projet-là, vraiment à la fin, quoi. C'est ça, c'est ça. Un modèle presque commercialisable, entre guillemets. Presque, oui, mais après, bon, il y a eu toutes sortes de choses qui ont fait qu'on l'a pas commercialisé. D'accord. Or, du coup, avant tout ça, avant l'obtention de ton doctorat, il y a 9 ans de parcours, le précédent. Ouais. Et c'est quoi le moment où tu te dis, l'IA, je veux y aller? C'est un truc enfin, tu vois, quand tu prends la décision d'en faire un peu ta vie, en fait, ou en tout cas une partie de ta vie, c'est quoi le déclic qui se passe à ce moment-là, quand tu es étudiant ou... Il n'y a pas vraiment de déclic. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a un peu suivi les portes qui sont ouvertes devant moi. Et donc, moi, à la base, j'ai fait de l'info pour faire des jeux vidéo. Donc ça, c'était la raison de mon bachelier. Pendant mon bachelier, je me rends compte que j'en veux plus en faire. Et puis, il faut bien choisir le master au moment. Et c'est là que, pendant le choix du master, il y a un nouveau master qui sort, c'est le master en sciences des données. Et à cette époque-là, à ce moment-là, j'adore les maths, et c'est beaucoup de maths, et donc je vais directement là-dedans. Et puis j'en suis des choses, master en sciences des données, c'est très lié à l'IA, donc j'apprends beaucoup de choses sur l'IA. Ma thèse de master, c'est faite sur l'IA parce que ça s'est lié avec un job que j'ai eu l'opportunité de faire parce que ça m'est tombé dessus comme ça. Et donc c'est un petit peu, il n'y a pas vraiment eu de décision réelle. Je suis tombé dedans parce que j'aimais bien ça, c'est sympa. Les portes se sont ouvertes à moi au bon moment. Ok. Puis j'ai pris. Et du coup, tu conseillerais quoi plutôt à quelqu'un qui se sentirait pas forcément perdu dans ses études, parce que c'était pas ton cas, mais quelqu'un qui justement, peut-être parfois, justement, des portes qui se présentent comme ça, le mieux c'est quoi? C'est d'essayer d'y aller, entre guillemets, malgré tout, ou alors... C'est ça, oui. Il y a plusieurs choses à se dire déjà. Faut y aller même si tu penses que tu vas pas y arriver. Moi, je me rappelle quand on m'a proposé donc, ce job pour la Commission européenne qui est devenue ma thèse de master ensuite. Dans ma tête, mon premier réflexe c'était de me dire c'est quoi ce truc-là? Je sais pas si je vais y arriver. Du coup, j'ai dit oui. C'est basiquement ce qui s'est passé dans ma tête parce que je me suis dit putain, je suis en train de terminer mon master. Si j'arrive pas à faire ça, il y a un problème. Du coup, j'ai dit oui. Ouais, c'est un peu une espèce de défi que tu te lances à toi-même. Ouais. C'est ça. Donc pas avoir peur de... Faut pas avoir peur, il faut foncer, faut un petit peu foncer parfois sans trop douter, quoi. Ouais. Oh, ça va, ok. Et du coup, voilà, comme on disait, ta défense de thèse, du coup, ça se passe le 23 septembre 2023. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur le site de HEC. C'est ça. En 2 ans, tu as fondé une société, prospecté des clients, réussi des collaborations, peut-être raté quelques-unes, ça je ne sais pas. Comment décrirais-tu ton parcours entrepreneurial ces 2 premières années, depuis que tu as lancé ton activité? Ou le décrire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le décrire dans le sens, ce que tu aurais préféré mieux faire peut-être, ou ce que tu estimes avoir réussi. Comment tu te sens dans ce monde-là? Parce que en définitive, quand on fait son bachelier, son master, qu'on a un doctorat, qu'on parle même de faire un postdoc, parce qu'on se connaît personnellement, tu avais parlé de faire un postdoc, et en définitive, tu finis par lancer une société et à travailler. C'est ça. Comment on se sent quand on se lance et quand ça continue? D'une certaine manière, c'est un autre monde. Parce que j'étais totalement dans un monde académique et je voulais faire ça. Et puis je switch ici totalement dans un truc totalement industriel. Et d'une autre manière, ça change pas grand-chose à ma vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que un doctorat, déjà, c'est quelque chose où tu es très indépendant. Donc ça veut dire qu'au jour le jour, mon doc, oui, j'avais un superviseur, mais c'était moi qui décidais principalement de ce que je faisais, comment je le faisais quand je travaillais, mes horaires, tout ça. Le superviseur était là pour vérifier que tout se passait bien, mais en somme, c'est moi qui prenais toutes les décisions. C'était moi le porteur de projet du début à la fin. Et donc j'avais déjà, basiquement, le même comportement d'indépendant que ce que j'ai maintenant. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose, assez étonnamment. Je pense que c'est aussi peut-être l'effet HEC, parce que vu que j'ai fait mon doctorat à HEC, c'est-à-dire que j'avais aussi autour de moi un petit peu quand même
ce monde de l'entrepreneuriat. Donc peut-être que psychologiquement et socialement, ça t'entourait de personnes qui étaient plus dans le milieu du privé, enfin à cheval entre le privé et l'enseignement, que ça a peut-être débloqué un truc qui aurait peut-être pas été, ce qui aurait peut-être pas été le cas si tu avais fait de la philo ou un truc comme ça. C'est ça, parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'en fait, il y a rien à faire dans le monde de l'académique. T'as tendance à rester dans le monde de l'académique. Et HEC, c'est un peu ou toutes les écoles de business d'ailleurs, de manière générale, c'est un peu le cas à part, où on est très proche des entreprises. Moi, mon doctorat s'est fait avec KPMG. C'est pas quelque chose qui se fait dans les autres facs. Les autres facs, ils font rarement des doctorats avec des entreprises. C'est plus un truc des écoles de business. Et puis, nous, il y a eu l'après-doctorat où j'ai tenté de faire un postdoc, du coup, pour essayer de vendre, du coup, le produit qu'on avait réalisé. Donc là aussi, il y avait un aspect entrepreneurial. Ouais, donc en fait, t'as jamais vraiment été dépaysé, Non. Plus que de raison, quoi. Non. Ok, c'est cool, c'est nickel. Et du coup, dans la case entreprise, du coup, il y a des clients, fatalement. Si tu devais dresser le profil type d'un client que toi, tu as, en ce moment, bon, on a parlé d'institutionnel, mais pas forcément, c'est peut-être une exception. Si tu devais faire une carte d'identité type d'un type de client que tu pourrais avoir ou que tu as dans ta société, ce serait quoi ? Principalement, c'est des grosses boîtes. Dans les clients que j'ai, ou dans les clients potentiels, parce que je suis constamment contacté, et c'est généralement des grosses boîtes. Donc c'est généralement des gros clients qui veulent des contrats d'1 à 3 ans, où on va travailler sur parfois un gros projet, parfois plein de petits projets. J'ai aussi des startups, comme la startup à Lyon où je travaille toujours un peu, où c'est un petit projet de cabinet psychologique qui essaye de développer une technologie sur le côté. Ça c'est plus rare les startups parce qu'ils ont moins d'argent, et donc ils ont moins de budget pour se payer les freelances. Alors que les grosses boîtes, elles y vont, et je dirais que là où je suis actuellement, la moitié des gens sont indépendants, potentiellement, peut-être pas la moitié. En tout cas, dans mon équipe, il y a une bonne grosse partie. Ok, donc dans le pôle IA informatique, vraiment dans l'automatisation en fait, c'est plutôt là-dessus où tu as beaucoup de... Il y a beaucoup de monde. Et puis il y a aussi des institutions publiques, comme j'ai donné cours par exemple en tant qu'indépendant aussi. Ça c'était à Namur et à Andenne, donc ça il y avait eu deux trucs. À Namur c'était les étudiants, bachelier et master, et à Andenne c'était des adultes. Donc des formations IA pour adultes. Et normalement j'avais aussi un projet avec HEC, mais malheureusement ça n'a pas continué. D'accord. Ok. Du coup dans un de tes clients, tu disais c'était essentiellement des grosses institutions. Dans le secteur bancaire, tu travailles avec la 4e banque nationale en termes de retail. Ils ont 600 agents, 6000 employés, 3,5 millions d'utilisateurs sur leur application. En gros, ils sont à peu près positionnés en tant que leader sur l'expérience numérique bancaire. Ils jouent à touche-touche avec une autre banque, on ne citera pas une rouge, une bleue, en gros. Ouais. Et voilà, comment ça se passe quand tu travailles dans des espaces comme ça, avec autant de personnes il y a quand même un peu de pression, ou en fait ça ne te change pas tellement de quand tu étais à l'UNIF Comment tu arrives entre guillemets, à gérer ça psychologiquement en fait? Est-ce que tu as un effet de pression quand même, quand tu as des gros clients comme ça? Donc ça change un peu effectivement de l'UNIF, parce qu'à l'UNIF j'étais tout seul, c'est moi qui décidais, j'étais mon seul boss et mon seul employé. Ici, effectivement, je suis dans beaucoup d'équipes. Ici, on a des gros projets où il y a plusieurs équipes. Allez, en général, une équipe, c'est une petite dizaine de personnes, et parfois, il y a 5 équipes sur un projet. Et donc, il y a tout plein d'interactions entre équipes, il y a tout ce qui est management, tout ce qui est administratif, et donc forcément, ça change un peu la dynamique. Mais en termes de pression, non, ça va. Après, je ne suis pas quelqu'un qui est très vite sous pression. Il faut vraiment y aller pour me mettre sous pression. Okay. Donc, je n'ai pas encore senti d'énormes pressions. De temps à autre, il y a des rushs, comme dans tout boulot. Forcément, là, par exemple, récemment, on a sorti un gros truc. Et donc, il y a eu un gros rush. Maintenant que le gros rush est passé, ici, maintenant, c'est une période un peu plus calme qui est en train d'arriver. Donc, non, c'est différent de l'académique, dans le sens où dans l'académique, j'avais pas vraiment de deadline. C'est moi qui me définissais mes deadlines. Aucun journal n'attendait mon article, hein. J'aurais pu le sortir n'importe quand. Ici, vraiment, voilà, il y a une attente de la part du client, que la chose se fasse à un moment T. Donc forcément, la deadline rajoute un peu une dynamique, un peu de pression, mais pas tant que ça. D'accord. Ouais, pour le coup, tu as une faculté de résilience, du coup, ça ne te stresse pas plus que de raison, quoi. Et du coup, à l'avenir, tu aimerais continuer à bosser plus avec ce genre de groupe, ou essayer des trucs plus atypiques? Tu disais que, par exemple, là, tu travailles avec une start-up dans la psychologie, qui essaie de développer un produit, entre guillemets, autour de ça, enfin, en tout cas, quelque chose à utiliser dans ce domaine-là.
tu serais plus à l'aise de continuer avec des grands groupes ou avoir des trucs un peu plus atypiques comme ça, genre une petite start-up Alors, il faut savoir que dans le monde informatique, il y a vraiment une différence totale entre le monde de la start-up et le monde des grosses boîtes. Déjà, dans les grosses boîtes, c'est beaucoup plus chill. Parce que dans les grosses boîtes, ils ont plein de budget. Ils font un peu moins gaffe, donc tu peux être un peu plus posé. Là où dans les startups, vu que les budgets sont beaucoup plus tendus, vu que c'est des plus petites structures et qu'il y a beaucoup plus de risques, là ils vont te faire travailler 2 fois, 3 fois, 5 fois plus pour essayer d'extraire le plus possible de valeur de toi. Ce qui est compréhensible. Comme beaucoup de petites structures, même dans d'autres domaines, qui... Mais voilà, c'est pas du tout le même rythme de travail. En termes de technologie, c'est différent aussi, parce que les grosses boîtes vont tendance à aller vers des technologies très sûres, très bien définies, parfois des trucs vieux, mais qu'on sait que ça fonctionne depuis très longtemps. Là où les startups, elles vont aller plus dans des trucs un peu plus expérimentaux, un petit peu chipoter avec un peu tout. Et donc, c'est bien d'avoir les deux casquettes, parce qu'en fait, les grosses boîtes te permettent d'apprendre le standard de l'industrie. Et donc, quand tu vas travailler dans une grosse boîte, ça te permet d'aller travailler dans d'autres grosses boîtes très facilement. Là où les startups te permettent d'aller plus dans le bleeding edge, dans ce qui se fait de mieux expérimental. Mais c'est moins, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est beaucoup moins transférable à d'autres postes. Ouais, après, fatalement, tu as des questions. Comme tu disais, c'est beaucoup de budget qui joue aussi. Fatalement, paradoxalement non, mais une grosse entreprise va peut-être pas aller chercher un modèle exotique qui n'a pas tellement fait ses preuves, comme tu disais, qu'une petite start-up qui va... Ils sont plus conservateurs sur les choix. Penser quelque chose qui en ferait peut-être une licorne plus tard, enfin on ne sait pas. Mais du coup, oui, pour en revenir un petit peu sur cette idée de modèle exotique ou de modèle établi, il y a beaucoup de tendances dans les IA en général, que ce soit, ici on a vu il n'y a pas longtemps sur Google qui a sorti une nouvelle IA générative pour les vidéos, où les gens passent leur temps à faire des mèmes avec des singes sur Instagram. Ça reste assez impressionnant, il y a quand même 2-3 trucs assez dingues. Pendant tout un temps aussi, il y a eu des IA un peu partout dans le monde qui sont sortis. Si tu devais avoir un type d'IA, entre guillemets, à approfondir dans son mode de fonctionnement, pour l'utilité que ça pourrait avoir, t'aurais déjà une petite idée d'une tendance à surveiller en ce moment, ou pour l'instant c'est un peu trop brouillon? C'est un peu flou, hein, ça va vraiment dans tous les sens. Les IA visuels, ça c'est un truc... moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quoi le use case? Parce que vraiment, c'est sympa de pouvoir générer des images, des vidéos, et bon, il y a plein de gens qui s'amusent avec ça, mais en pratique, c'est quoi le use case? Ça va servir à quoi vraiment? Parce que jusqu'à maintenant, je vois beaucoup de gens qui s'amusent avec ça, mais d'un point de vue purement industriel, à part peut-être faire un logo ou quoi, enfin, je veux dire, je vois pas encore un gain, là où par exemple, un truc comme ChatGPT, ça va améliorer ta productivité de ouf, en termes de production, documentation, en termes d'administratif, en termes de développement software. Donc là, tu as vraiment un potentiel incroyable en termes de gain de productivité. L'image, j'attends un peu de voir s'il n'y a pas des nouveaux développements. Parce que là, je vois pas encore de cas pratiques où ça va avoir un vrai impact sur la productivité dans l'industrie. C'est vrai que ça paraît un petit peu... ça a l'air d'être le début, mais c'est vrai que même moi, de mon point de vue, j'ai un peu du mal à imaginer un cas pratique où ça pourrait être utilisé pour l'instant. Parce que même à des fins d'illustration, ça se voit fort. De moins en moins. De moins en moins. Et ça, dans 5 ans, on le verra plus. Hein. Ça, on peut déjà le dire. Dans 5 ans, on est sûr qu'on le verra plus. Dans 5 ans, tu pourras faire tes propres films en IA, comme on l'annonçait. Oui, bien sûr, c'est sûr. Ça, c'est inévitable. D'accord. Et du coup, du point de vue de l'art, ça se posera d'autres débats. Mais bon, ça... Grand débat avec mes étudiants. Ah ouais, quand je les avais eus. Ouais, parce qu'ils sont tous inquiétés, forcément. Moi, j'avais pas mal d'étudiants qui étaient assez inquiets, un peu anxieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la suite de leurs études, parce que vu qu'ils faisaient des études d'art et qu'il y a ça qui sort juste au moment où ils font leurs études d'art, ils s'inquiètent un peu. Et donc bon, j'ai essayé de les rassurer tout plein de manières, par exemple en disant qu'effectivement la peinture a un peu disparu pour être remplacée par la photographie. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'artistes, ça veut dire qu'ils ont changé d'outils. Ouais. Il y a aussi encore des peintres de toute façon. Et donc, voilà, la technologie évolue, elle a toujours évolué dans l'art. Avant, on peignait avec du sang sur les murs dans les cavernes. Ensuite, on utilise des pinceaux, c'est une technologie aussi, le pinceau. Ça continue d'évoluer. Il y a eu Photoshop entre la peinture et la photo. Oui, la photo et la peinture. C'est vrai que tu avais les motion artists, qui étaient une grande mode aussi
durant les années 2010. T'avais pas mal de gars qui faisaient des lives, etc. pendant qu'ils composaient des trucs. Ces gars-là ne sont pas morts pour autant. C'est ça. Donc c'est vrai que de nouveau, on en revient à cet effet d'inquiétude dont on parlait au début. C'est vrai que ça peut être ça, en fait. Et du coup, pour l'instant, tu disais que le génératif t'impressionne pas mal. Est-ce que tu as une idée peut-être sur un domaine particulier, ou peut-être pas forcément un domaine vraiment particulier, mais en tout cas un domaine sur lequel l'IA n'a pas encore fini de nous surprendre, quoi, que ça va... Pas encore fini de nous surprendre, ça c'est tous les domaines, ça c'est sûr. Un domaine en particulier. Je pense que les gens sont pas encore conscients de l'impact sur la production scientifique. Parce qu'avec de l'IA, parce qu'il faut se dire qu'un scientifique, tout ce qu'il passe son temps à faire, c'est écrire, lire et écrire, et puis faire des expériences. Mais lire et écrire, déjà, c'est une bonne partie de son temps, et l'IA peut accélérer ça x10, x20. Donc en termes de production scientifique, on peut imaginer que dans le futur, on voit x5 en termes de production d'articles, la connaissance. Du coup, des découvertes qui pourraient en découler, ou même des nouveaux modèles. Et du coup, dans le domaine scientifique, il y a aussi un petit... c'est pas un débat, mais c'est une tendance dont on parle un peu, même si pour l'instant, c'est pas encore au point. Apparemment, ce serait... je vais faire un cas pratique. Je prends ChatGPT, je le mets dans un ordinateur quantique. Ouais. Tu crois que ça en fait un demi-dieu, ou alors j'exagère un petit peu? Parce que... là, ça devient c'est un peu compliqué. On va dire GPT tel quel, dans un ordinateur quantique tel quel. Non, ça va pas changer grand-chose. Pas déjà, normalement. J'avais vu que tu savais pas le faire, normalement. Oui, déjà, il faut faire un peu la traduction. Le problème du quantique, c'est que tu peux pas juste reprendre un algorithme et le mettre dans du quantique comme ça et faire fonctionner. Même si tu arrives à le faire fonctionner, il y a quand même tout un tas de limitations dues au fait que le quantique actuel n'est pas le vrai quantique. Il y a encore plein de possibilités avec le quantique qu'on n'a pas encore. Non, on va pas avoir des demi-dieux tout de suite. C'est pas inévitable. Rien n'est inévitable. Quand on voit comment les choses évoluent, c'est un peu dur de dire oui ou non ce qui va se passer dans le futur. Mais pas maintenant, non. J'avais vu que déjà, du point de vue de la recherche médicale, ça permettrait pas mal de choses. Je crois que même il y a un médicament qui a été en phase 4, apparemment, qui a été développé par une IA. Enfin, pas que par une IA, mais en tout cas, qui a été séquencé, prévu via ce biais-là. C'est vrai que ça aussi, tu penses que ça va amener quelque chose aussi dans la médecine, et qu'on va avoir... Oui, mais ça, il faut se dire vraiment, si l'IA continue dans cette direction-là, on aura soigné la mort dans 10-20 ans. Parce qu'au final, d'un point de vue purement biologique, on vieillit parce que nos cellules se dégradent, et nos cellules se dégradent parce que le processus de copie n'est pas tout à fait exact. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les télomères qui font qu'en fait, on a un peu une obsolescence programmée au niveau de nos gènes. Et on peut tout à fait imaginer qu'avec certaines protéines ou certaines choses, on arriverait à venir manipuler ça et changer ça. Et vu qu'avec l'IA, on est capable de venir découvrir 100 fois, 1000 fois plus de protéines que ce qu'on était capable de découvrir sans l'IA, soudainement, ça ouvre des possibilités incroyables. Donc, on peut imaginer que dans 10-20 ans, il n'y a plus de cancer, enfin que les cancers soient soignables parfaitement, quasi directement, enfin... Il faudra quand même prendre un médoc, mais c'est ça. Médical, plus certain qu'actuellement. C'est ça. Ok. Donc pour l'instant, en fait, si on devait résumer, on est face à une grosse porte dont on sait ce qu'il y a derrière est vraiment sympa, mais on n'a pas encore la clé, quoi. Presque, on a presque la clé, parce qu'en termes de génération de médicaments, de protéines, on le fait déjà maintenant. Comme tu as dit, c'est en phase 4. Il y a un médicament qui est en phase 4, donc c'est en train de venir maintenant. La porte, elle est ouverte. Et on va voir ce qu'il y a derrière la boîte de Pandore. Parce qu'évidemment, on peut créer des médocs incroyables, on peut aussi créer tous les virus du monde. On sait que maintenant que le Covid est sorti d'un labo, on le sait enfin officiellement. Non, c'est sorti, l'FBI l'a dit lui-même. Ah ouais. Donc, on le sait. Voilà. Donc, si c'est sorti et qu'effectivement, on les a manipulés et qu'effectivement, c'est un peu de notre faute, on peut imaginer qu'avec l'IA, on peut faire des choses d'autant plus puissantes. Quoi. Et donc, il y a, comme toute technologie, du bon, du mauvais, et il faut... Il y aura notre petit copain, le complexe militaro-industriel, qui pointera le bout de son nez. Après, voilà, généralement, quand ils prennent une techno, il faut quand même beaucoup d'avancées civiles par après, mais bon, c'est vrai que... je veux dire, on peut aussi se rassurer en se disant qu'on a banni les armes biologiques,
et que malgré toutes les guerres et malgré tous les massacres qu'il y a eu au fil des dernières décennies, très peu de gens se sont permis d'utiliser des armes biologiques, alors qu'ils auraient pu. Elles existent toujours, mais on ne les utilise pas parce qu'on s'est tous mis d'accord que non, c'est quand même un peu dégueulasse. Et donc, étonnamment, l'être humain est capable de se restreindre même face à leurs pires ennemis. Et donc, j'espère qu'on fera pareil dans ce cadre-là. On parle d'armes biologiques, mais pour en revenir justement à l'intelligence artificielle, est-ce que, justement, de ce point de vue-là, c'est pas pour l'instant, c'est pas encore une arme à proprement parler, quoique, mais est-ce que tu penses, parce que justement, on a vu les États-Unis pousser à fond sur l'IA ces dernières années à coup de subventions, de start-up aidées par l'État, enfin, toutes ces choses-là. Et nous, quand GPT a commencé à se démocratiser, on a la Commission européenne qui sort un papier disant qu'on va faire attention. Au final, on n'a peut-être rien compris au film, ou est-ce qu'en fait, l'idée d'avoir une charte d'éthique autour de l'IA, OpenAI en a parlé, est-ce que c'est une idée à poursuivre quand même par sécurité, ou est-ce qu'il faut ne pas freiner le progrès et laisser ça y aller pour l'instant ? Il faut les deux, parce que d'un côté, on a une course à l'armement qui est en train de se faire, parce que bon, il y a le projet Stargate des US, donc ça c'est 500 milliards, donc 1 demi-trillion de dollars investis dans l'IA. La Chine fait à peu près la même chose. La Russie, ils en parlent pas beaucoup, mais ils sont quand même aussi à fond là-dedans. Ah, oui, oui. C'est vrai que c'est un peu caché, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Ils en parlent pas beaucoup et on n'en parle pas beaucoup, mais moi j'ai un de mes clients du coup qui a des contacts là-bas, et je sais bien qu'ils sont quand même assez vénères. Il me semble que c'est Yandex ou Xandex, c'est l'équivalent du Google russe, et apparemment ils investissent beaucoup là-dedans aussi, quoi. Et donc oui, il y a une course à l'armement qui se fait, parce qu'effectivement ça peut être une arme qui peut être utilisée de plein de manières, ne serait-ce qu'une arme économique. Celui qui va avoir l'IA la plus performante aura la meilleure économie si on arrive à les utiliser au max de leur potentiel, parce qu'on a déjà parlé des problèmes de process qui feront que même si on a la meilleure IA, il faut que les humains aussi soient adaptés. On en viendra à cette question-là aussi, comment les gens utilisent. Ça, c'est aussi un vrai problème. Et du coup, j'ai perdu mon fil. On parlait du fait que est-ce que ce serait pertinent d'avoir une espèce de charte. De la charte d'éthique, ouais. Donc il y a d'un côté, effectivement, il faut qu'on pousse vers la course à l'armement, il ne faut pas qu'on reste en arrière. Et on a quand même Mistral. Donc ça, c'est le LLM français, qui est quand même assez bon. C'est pas le meilleur sur le marché, mais on est quand même là et on est quand même assez... Enfin, nous, l'Europe, essayons en vrai, c'est la France, mais bon, voilà. Mais en termes de charte éthique, c'est nécessaire aussi, parce que forcément, ça va avoir tout un impact sur les gens. Il faut savoir qu'en Europe, du coup, on a créé l'AI Act, et l'AI Act, ça met en place toutes sortes de règles sur quel type d'IA peut exister. Entre autres, il ne faut pas que les IA, par exemple, les IA n'ont pas le droit de manipuler les gens, parce que tu peux effectivement créer des IA qui vont utiliser toutes sortes de techniques psychologiques pour essayer de manipuler les gens pour faire l'une ou l'autre chose, ne serait-ce qu'acheter des produits alors qu'ils n'ont pas envie, ou pour arnaquer les gens, enfin, voilà. Donc ça, par exemple, on ne peut pas faire ici. Aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment défini ce genre de choses. On le voit bien, hein, même quand tu poses des questions dans Grok ou dans GPT, déjà ils te répondent absolument pas de la même manière sur certains sujets, donc effectivement... Non. Bah, ils ont tous un peu leur personnalité, ça c'est encore un autre problème, c'est le problème de l'alignement, qui est un peu lié à ce problème de l'éthique. C'est comment est-ce que tu fais en sorte qu'un modèle se comporte de la manière dont tu veux. Donc ça c'est pas facile. Et puis il y a l'autre problème, le méta-problème de ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par ce qu'on veut, qui est on. Et qui décide comment l'IA doit ou ne doit pas se comporter. Parce que jusqu'à maintenant, ceux qui décident, ce sont des entreprises, donc des gens qui ne sont pas élus démocratiquement. Alors que si les IA vont commencer à avoir un impact réellement important dans nos vies, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir une charte démocratique, de dire non, on veut que nos IA soient comme ça ou pas comme ça. Voilà, je pense qu'il y aura tout un tas de sujets de discussion, sujets de société qui vont apparaître dans les 5-10 prochaines années. Au niveau de l'IA. Du coup, en fait, c'est justement ce qu'on touche du doigt une des questions que j'avais écrites, mais on y a déjà quasiment répondu. Je disais que quand tu vois, par exemple, la Russie travaille sur son modèle d'IA, la Chine a fait peur à tout le monde quand DeepSeek qui est sorti, ça a bien calmé. Tout le monde disait qu'ils avaient 5 ans de retard, alors qu'en fait, sur certains trucs, ils dépassaient même OpenAI.
Donc c'était assez impressionnant, tu avais même publié un article là-dessus, je crois que tu avais pris un article sur des placements boursiers, si je me souviens bien. Oui, entre par autres. GPT, par 2 modèles de GPT, 2 modèles de DeepSeek, si je me souviens bien. C'est pas moi qui ai publié, j'ai reposté un truc sur LinkedIn. Et tu aurais à peu près une idée de quelle est la différence fondamentale entre par exemple OpenAI et DeepSeek, ou même d'autres modèles, parce que je sais bien qu'il y en a qui travaillent sur une IA open source, qui s'appelle Beidou, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui. Et c'est quoi, là, selon toi, la différence fondamentale entre ces modèles et ce qui font qu'ils sont plus performants pour certaines choses plutôt que d'autres? Il n'y a pas vraiment de différence extrêmement fondamentale. C'est plein de petites différences, de micro-manières de faire, de la qualité des données qu'on fournit, la quantité des données qu'on fournit, l'entraînement, la manière de faire ce qu'on appelle le renforcement. Donc ça, c'est ce qu'on fait après entraînement pour essayer de diriger la machine à avoir un comportement plus adapté. Il y a plein de micro-techniques. Donc en réalité, fondamentalement, tous ces modèles sont les mêmes, c'est un peu la même architecture. Mais c'est vraiment la manière de tweaker les petites choses qui vont faire la différence. Et donc, non, il n'y a pas encore fondamentalement de... Pas de grosse différence. Non. Peut-être à part, éventuellement, au niveau des confidentialités, le jour où il y a quelqu'un qui sort une IA qui respecte pas le RGPD, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, d'un point de vue légal et d'un point de vue pratique, on peut dire, par exemple, que DeepSeek, si on lui parle de Taïwan, Taïwan n'existe pas. J'en ai jamais essayé. C'est vrai. Non, si tu demandes à DeepSeek, est-ce que Taïwan est un pays, DeepSeek va te dire, non, Taïwan est une province de la Chine. Ouais. Et donc voilà, si tu demandes à ChatGPT, il va te dire l'inverse. D'accord. Donc ça, par exemple, ça c'est un problème d'alignement. C'est dire que la Chine a entraîné son IA pour s'aligner avec leurs valeurs, et nous on a aligné l'IA avec nos valeurs. Et donc, effectivement, ça crée des modèles qui ont des comportements différents. Mais ici, c'est vraiment un problème d'éthique, de culture, et on voit qu'en fait, que l'IA n'est pas juste une machine comme une autre, c'est aussi un reflet de nous. Et ça va avoir tout un tas de conséquences sur leurs utilisateurs. Par conséquent, selon toi, en fait, le réel danger de l'IA, c'est pas l'outil en tant que tel, c'est la personne qui tient le manche du marteau. Bien sûr. C'est plutôt ça. Et du coup, pour en revenir à un cadre même plus privé, parce que là, on a fait un petit tour de la géopolitique autour de l'IA, des tendances même mondiales autour de ça. D'un point de vue privé, tu as beaucoup d'utilisateurs, on parle pas mal de biais de confirmation aussi, parce que c'est eux qui coachent la mémoire de leur modèle. Et du coup, on a remarqué, GPT, il a tendance à pas trop aller contre toi, par exemple. Même je pense n'importe quel autre IA n'a pas trop tendance à aller contre toi. Est-ce que tu aurais quelques, entre guillemets, pas des astuces, mais des bons réflexes à avoir pour que les gens n'aillent pas tête baissée dans le mur en préparant un projet ou même en voulant préparer quelque chose pour un cours, je ne sais pas. Faut pas oublier que effectivement GPT c'est comme Google. D'ailleurs, il n'a pas plus d'informations que Google de manière générale. Et donc, faut pas croire tout ce que GPT dit. Toujours lui demander s'il a des sources et essayer de les vérifier soi-même. ChatGPT, c'est très bien pour venir synthétiser un sujet, mais si on veut être sûr à 100% d'une vérité, il faut aller vérifier les sources primaires et vraiment faire un travail de... ce qu'un historien ferait, mais bon, c'est ce que beaucoup de chercheurs font. Vraiment faire le travail d'aller à la source de l'information et d'essayer d'aller au plus proche de la vérité. Pas oublier vraiment que ChatGPT, c'est un process. Et donc, entre la source de l'information et ce que GPT vous sort, il y a tout un tas de choses qui s'est passé. Donc, faut pas croire directement. Hein. Donc, c'est utile pour avoir une idée rapide d'un sujet, mais si on veut vraiment étudier un sujet, on peut pas juste se baser là-dessus. Hein. C'est toujours, c'est ça. C'est pas donc, faut pas prendre ça pour argent comptant, quoi. Non, c'est très pratique pour avoir une idée rapide, mais faut pas se baser que là-dessus. Et dans d'autres cas plutôt pratiques, à part tu as beaucoup d'optimisations qui se font du point de vue administratif, mais plutôt perso, dans le classement de factures par exemple, dans le classement de mails, tu as des gars qui coachent des API pour répondre à des mails, rediriger, tu peux faire plein de choses avec ça. Tu as des idées, par exemple, pour je sais pas, peut-être qu'il y a des start-upers qui nous regardent, ou même des petits indépendants, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais une idée ou une astuce que tu pourrais leur donner sur comment utiliser plus efficacement ce genre de truc pour leur faciliter la vie? Plus efficacement, alors c'est toujours un peu dur, parce que c'est très... ça dépend vraiment du cas, de l'utilisation. Alors, de manière générale, il y a plusieurs sauces. Plus on donne d'informations à la machine, et plus elle saura nous répondre.
Donc, si on veut vraiment être sûr, et si on accorde beaucoup d'importance à la réponse de GPT, il faut lui donner le plus de contexte possible. Et donc, plus vous allez taper une longue question avec plein de détails, même avec des exemples, peut-être avec des documents que vous avez, comme ça, au lieu de s'attendre à ce que l'IA aille les chercher elle-même, on peut aussi lui fournir des pages. Plus on donne de contexte à la machine directement, et plus elle va avoir une réponse qui sera proche de la réalité et qui sera précise. Ça, c'est une première chose. Puis il y a aussi le problème de la sycophonie, de la sycophancie. J'arrive jamais à prononcer ça. Donc ça, c'est le fait que, effectivement, l'IA est toujours d'accord avec vous. Donc c'est les sycophants, il me semble, ouais, ça. Et donc ça, en fait, le problème de ça, donc il faut faire attention et toujours essayer de jouer contre la machine et de lui dire « Ah, t'es sûr de ça est-ce que t'as testé ça ?» Essayer de continuer un petit peu à la faire s'autocritiquer. Ça marche souvent parce qu'on voit souvent que si on la fait s'autocritiquer, elle fait « Ah non, j'aurais pu faire ça comme ça » et alors on peut avoir une meilleure réponse et de manière générale itérer. C'est-à-dire ne pas utiliser une GPT comme à Google où on tape une question, on a une réponse, mais c'est plus d'avoir une conversation avec la machine parce que ça aussi, ça crée du contexte et donc ça crée une meilleure réponse parce qu'on arrive à aller vers le sujet plus en profondeur. Donc développer, avoir en fait, en revenir aux bases, qui est d'avoir un outil conversationnel avec lui plutôt que d'en faire un gros Wikipédia qui parle, quoi. En gros, c'est ça, basiquement. C'est basiquement le problème que beaucoup de personnes ont en ce moment. Et du coup, moi, dans le cadre de ton travail, j'ai fait quelques recherches, par exemple, sur les demandes du secteur. J'ai remarqué que, par exemple, on annonce que le marché mondial autour de l'IA est en croissance. Ça a évolué, ça va passer à 638 milliards de dollars. Enfin non, c'est à 638 milliards de dollars aujourd'hui, ça doublerait d'ici 2028. McKinsey souligne que les grandes entreprises mettent en place des gouvernances IA et recrutent pour des rôles spécifiques liés à la Gen IA. Donc du coup, en fait, est-ce que tu penses que ça arrivera, ça aussi, par exemple, des cas de sub qui n'existeront plus. Et ce sera peut-être une IA dans le futur qui prendrait des décisions, agglomérerait des décisions déjà prises avant et sur base de ça pourrait... Ben, c'est pas impossible, hein, je veux dire, faut vraiment s'imaginer que tout ce qu'on fait avec la technologie, et ça c'est en particulier vrai dans le monde informatique, c'est qu'on passe notre temps à abstraire des décisions pour ne plus avoir à les prendre. Et donc ça c'est vraiment un truc très lié à l'informatique, mais ça s'applique aussi à d'autres domaines. C'est, voilà, on a un process, il faut des gens pour gérer le process. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de gens pour gérer le process? Donc ça, il n'y a pas forcément besoin d'IA pour faire ça. On peut venir automatiser avec tous des systèmes de digitalisation, mettre ça sur un site au lieu d'avoir des papiers et faire ça par fax. Et donc, plus on fait ça, et plus on peut se débarrasser de gens, plus on se débarrasse de gens, plus effectivement, ben, ça retire du bas niveau. Et donc, oui, on peut s'imaginer qu'avec le temps, ben, ça va finir par aller toucher les higher-ups et toucher les managers où, à un moment, on va se dire, ah, ben, le manager, en fait, il a plus de gens en dessous de lui, il a que des IA, et en fait, lui aussi, il pourrait devenir une IA. Et je pense que c'est Sam Altman, donc celui qui est le CEO d'OpenAI, qui nous a dit récemment que la prochaine trillion-dollar company, hein, donc la prochaine start-up à $1 trillion, sera une start-up avec une seule personne. Ah ouais. Donc il s'attend à ce que très bientôt, on ait une personne qui, à lui tout seul, fasse une boîte et fasse $1 trillion de valuation avec. Sam Altman qui n'est déjà pas n'importe qui en plus. Sam Altman qui n'est pas n'importe qui, donc à mon avis, c'est pas complètement absurde. À mon avis, ça va pas se faire tout de suite non plus, mais c'est imaginable. Dans les autres chiffres, on a par exemple 83% des entreprises qui considèrent l'IA comme étant une priorité, ça c'est Exploding Topics, ça c'était assez évident. 49% des dirigeants tech estiment que l'IA intégrée doit être au cœur de leur business, ça c'est PwC qui a fait cette étude-là. 78% des directeurs marketing ont des objectifs liés à l'IA, ça c'est Adobe qui en parle. Le MIT et PwC notent une montée des IA capables d'agir de façon autonome pour prendre des décisions opérationnelles, on en parlait. Donc du coup, quand tu vois ça, est-ce que tu dis que déjà là, le monde a déjà pas mal changé ou c'est que le début? Oh, c'est que le début. Non, parce que comme on disait, effectivement, donc tout ça, c'est tout un potentiel, et donc ça va avoir tout plein de conséquences quand ce sera réalisé et réalisable. Mais en attendant, il y a tout ce problème de l'humain et de la lenteur des choses, ce qui veut dire que tout ce qui est grande avancée technologique est toujours en avance de l'utilisation pratique de ce que les gens en font. Parce qu'il faut le temps que les gens fassent confiance à ces technologies, il faut le temps de mettre ça en place.
Ici, donc, chez Belfius, ça fait depuis 2022 donc, que OpenAI est sorti. Nous, ça va faire 6 mois, 1 an, donc 2024, qu'on a notre propre Belfius interne, Belfius GPT interne. Parce qu'on ne peut pas utiliser ChatGPT à cause de, forcément, la sécurité, la vie privée, et puis les données sécurisées de la boîte. Donc ils ne veulent pas qu'on utilise ChatGPT, mais pendant tout un temps, on n'avait pas d'autres solutions. Et il a fallu presque 2 ans après la sortie de ChatGPT pour qu'on ait une solution en interne. Okay. Et donc ça montre la lenteur des choses. Et encore maintenant, on continue à développer des choses qui, comme je le vois, si ça aurait été une start-up, on l'aurait développé beaucoup plus vite. Mais forcément, vu qu'on n'est pas une start-up, les choses sont plus lentes, prennent beaucoup plus de temps. Et puis il y a aussi l'aspect social, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui gueulent et qui disent, il y a les syndicats qui disent, attendez, est-ce que ça va pas veut dire casser les jobs Et donc il y a aussi cette tension sociale-là, on vit quand même en Belgique, on va pas commencer à virer les gens en masse, sinon ça le bordel dans la rue encore plus que ce que ça a été les 6 derniers mois avec le nouveau gouvernement. Donc non, je pense qu'il y a l'aspect technologique, il y a le potentiel technologique, et puis il y a le réel social, le réel humain qui ralentit les choses, et c'est pas une mauvaise chose non plus. Ça permet aussi aux gens d'adopter la technologie à une vitesse un peu plus naturelle, parce que si on adoptait la technologie à la vitesse où elle sort, il y a beaucoup de gens qui seraient complètement perdus. Il faudrait peut-être arriver à concilier les deux. Justement, il y avait des études faites, je crois que c'était aux États-Unis, qui expliquait que tu avais une majorité des employés dans les tâches administratives qui utilisaient GPT sans le dire à leur patron pour éviter d'avoir des problèmes. Est-ce qu'en définitive, ce que le conseil que tu donnerais, bon, peut-être pas aux politiques non plus, mais dans le cadre de la formation des nouveaux emplois, ce serait justement de donner ces outils-là comme moyen de production, mais déclarés et pas comme étant l'astuce que tu trouves pour ne rien faire pendant ton télétravail. Oui, c'est ça, il faut intégrer ça au travail de manière intelligente, mais comme je dis, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de boîtes qui ne veulent pas qu'on l'utilise, en tout cas officiellement, parce que ça crée tout un tas de problèmes, que ce soit légal, sécurité, etc. Alors il y a des gens qui vont l'utiliser sans le dire, mais s'ils se font choper, ils pourraient se faire virer. Parce que c'est de la divulgation de données, par exemple. Parce que c'est de la divulgation de données, parce que peut-être ça peut être considéré comme de l'espionnage industriel en certains cas. Et donc oui, en fait, il faut avoir ces outils-là en interne, mais c'est pas toujours facile de les avoir en interne. Donc c'est encore ce problème en fait de process, de fait qu'il y a la technologie, il y a l'humain. Et le temps d'adopter les choses, c'est pas toujours évident. Ça fait que tu as encore beaucoup de travail devant toi. Il y a encore beaucoup de boulot. On aura bien besoin de gens comme toi, du coup. Mm-hmm. Non, parce que c'est bête, parce que tu prends ChatGPT, ça existe déjà, ça marche très bien. Mais chaque entreprise va venir créer son propre ChatGPT, basiquement, parce qu'ils ont tous besoin déjà de besoins spécifiques, mais aussi ils veulent tous gérer ça en interne. Ils veulent pas que ça sorte, que leurs données sortent. Surtout que là, en l'occurrence, on parle de données qui sortiraient même du territoire européen. Là, aux États-Unis, en plus, c'est un problème encore plus lointain. Ça, c'est encore un autre problème aussi. Parce que là, ça rentre dans les RGPD, alors ça, c'est encore d'autres problèmes. Donc, du coup, optimiste ? Oui. Non, ça va être assez intéressant les 10-20 prochaines années. Non, parce qu'on peut s'inquiéter comme on s'inquiète toujours sur toutes les choses. Et il y a des raisons d'être prudent. Faut pas non plus aller tête baissée dans le bazar en se disant « Oh, il n'y a aucun risque ». Il y a, comme toute technologie, il y a des raisons d'être prudent. Mais de manière générale, je pense que ça va être que du bon si on fait pas des bêtises. D'accord. Bah écoute, on arrive déjà à la fin de l'entretien. Ouais. J'espère que ça t'a plu, que ça s'est bien passé. Si on devait te souhaiter quelque chose à moyen et à long terme, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Que ça continue comme ça. Ça continue comme ça. Pour le moment, je dis, c'est assez amusant, c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir. Moi, j'aimerais bien voir la suite. Parce que l'LM, c'est sympa, mais à un moment, j'aimerais bien voir la suite. Qu'est-ce que la prochaine révolution ? On n'a pas encore, on voit pas encore le bout du nez de la prochaine chose. Mais ça va arriver. Bah ça va. Bah on restera connecté là-dessus et peut-être qu'on en reparlera. Oui. On verra. Bah merci. Plaisir. Oh voilà, c'est déjà la fin de l'entretien. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, je t'en remercie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like et à le partager autour de toi. Si tu veux regarder le travail de Judy plus en profondeur, je t'invite à aller t'abonner à sa page LinkedIn ainsi que de suivre ses publications sur son blog.
et on se retrouvera très certainement pour de nouveaux entretiens et tous les liens pratiques sont en description. Un grand merci à tous.